Le taux de prévalence de la drépanocytose en Côte d'Ivoire varie entre 14 et 18% selon les régions. La maladie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde qui fait aujourd'hui une lucarne à la lutte contre cette maladie héréditaire. Au Mali, l'attaque djihadiste a fait 5 morts, un militaire malien et 4 civils. Les 36 otages retenus par les assaillants ont été libérés par les forces spéciales maliennes. Et puis, premier coup d'État en Algérie, le 1er juin 1965, Boumedienne prend les rênes de l'Algérie. Madame, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, sachez que le marché de Bromacoté dans la commune d'Adjamé a été ravagé par un incendie ce matin même aux environs de 7h30. Bilan, un mort et d'importants dégâts matériels. Les causes de cet incendie restent encore inconnues. Les enquêtes sont en cours. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, l'ONG L'Anaya Universelle a mené une campagne de dépistage à l'orphelinat de Grand Bassam, tribune choisie par le ministre de la Solidarité, de la Protection de l'Enfant et de la Femme pour interpeller les populations sur les tests de dépistage avant le mariage. La drépanocytose fait de nombreuses victimes dans le monde. Le tabac aussi. Aujourd'hui, le tabac est la première cause de mortalité évitable. Chaque année, il serait à l'origine de plus de 5 millions de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, le tabac tue près de 5 000 personnes par an. Et il fait partie des causes directes de millions de cas de maladies cardiovasculaires et de cancer. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire sensibilise les travailleurs dans le domaine de la communication sur les risques liés à la consommation du tabac. Le reportage de Moussa Konaté. On ne le dira jamais assez. Le tabac demeure un poison dans la vie des fumeurs et des non-fumeurs. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la cigarette est toujours consommée et continue de faire des victimes. Ce médecin propose une autre forme de sensibilisation. Tout seul, les professionnels de santé ne peuvent pas. Il faut que la société s'implique, il faut que les parents s'impliquent, il faut que la société civile s'implique. Et je pense que c'est aussi important que lorsque nous avons des cas qui sont liés au tabagisme, qu'on puisse parler de cela à la population. Parce que qui mieux qu'un patient peut donner des conseils à ceux qui n'en souffrent pas. Les professionnels de santé que nous sommes, on ne vit pas les maladies. Donc, à la limite, nos témoignages sont des témoignages qui restent basés sur la science. Mais ceux qui souffrent de ces pathologies-là sont plus aptes à pouvoir lancer des messages envers ceux qui ne sont pas encore atteints. Inciter donc les victimes du tabagisme à exprimer leur vécu avec la cigarette. Ce jeune homme, la trentaine révolue, accepte de raconter son histoire. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Bon, je crois entre 13 et 14 ans par là. J'ai arrêté à la cigarette en 2013-2014. Si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que ça m'a montré couleur. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. La personne qui m'a reçu le même jour m'a dit non, ça c'est bilharziose. Puisque je suis agent SODES ici, je travaille dans l'eau. Ok, ils ont fait un traitement de bilharziose. Ça n'a pas pris. Mais d'abord, ça a calmé les saignements. Quelques mois après, ça a repris. C'est là que j'ai commencé à faire les examens. Et jusque-là, on ne voyait pas réellement ce qui m'arrivait. Je crois 1 an après mon constat, j'ai piqué une crise. C'est-à-dire que j'étais dans la chambre. C'était matin vers 7h30. Je me préparais pour aller au travail. Et puis j'ai eu un vertige et je suis tombé. Ils ont envoyé une ambulance. Ils m'ont évacué sur Yamoussoukro. Arrivé là-bas, ils m'ont gardé dans une clinique. De là-bas, il n'y avait pas de solution. Ils m'ont transféré sur Abidjan, dans une autre clinique. Ils ont fait d'autres examens plus poussés. Ils ont fait une biopsie où ils ont prélevé un peu de tissu dans ma vessie. Après ça, ils sont allés, ils ont fait les analyses et ils ont dit que c'était un cancer. C'était un cancer de la vessie. Un seul conseil que j'ai à donner aux jeunes. Le tabac,
il est dangereux. Le tabac, il fait beaucoup de victimes. Pour le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que pour vous, vous bluffez. La cigarette, ce n'est rien que du bluff. Parce que moi, je ne vois pas. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Allumer une cigarette, fumer, c'est faire le malin. Pour moi, c'est faire le malin. Parce que je ne vois pas, il y a quoi derrière la cigarette. En espérant que ce type de témoignages se multiplie, la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie décide de s'adresser aux acteurs des médias pour une campagne zéro fumeur dans le milieu de la communication. Le message est porté à la connaissance des travailleurs du groupe Fraternité Matin. Nous avons ciblé les communicateurs, que ce soit journalistes, animateurs, structures, en tout cas tout ce qui concerne la communication. Parce que nous sommes appelés aussi à véhiculer des messages. Le quatrième pouvoir, que dis-je, qui ont des canaux puissants pour véhiculer l'information, mais surtout qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que fumer, c'est mettre une cigarette dans ses deux doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. La Côte d'Ivoire enregistre 14% de fumeurs et plus de 80% de la population est informée des dangers du tabagisme, selon le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. La structure entend donc renforcer les actions de sensibilisation afin de réduire les risques liés à la consommation du tabac. L'histoire de la ville de Boaké racontée dans une œuvre de 137 pages, Boaké, de nombreux peuples, une seule cité, d'Idrissa Diabaté relate des faits qui ont marqué la cité de 1858 à 1999. L'auteur, ex-député et radiologue amoureux de la ville de Boaké, veut transmettre à la population de cette ville son amour pour la ville cosmopolite. Kadi Konaté, Amadou Walter Ouattara. Boaké, de nombreux peuples, une seule cité. Un recueil de 137 pages retrace l'histoire de la ville cosmopolite, histoire qui se situe entre 1858 et 1999. Première œuvre du docteur Idrissa Diabaté, médecin spécialiste en radiologie et ancien député de Boaké de 1995 à 2000. Pour l'écrivain, il est plus qu'important pour la jeunesse de Boaké de savoir davantage sur le passé de cette commune afin de s'ériger en défenseur et protecteur de la dite ville. Boaké aujourd'hui est différent du Boaké que nous avons connu. Nous souhaitons que Boaké puisse renaître de ses cendres pour retrouver son lustre d'antan. Boaké, une ville hospitalière riche d'histoire qui sait retenir ses visiteurs pour en faire des résidents. Boaké s'est développé essentiellement grâce à ces hommes et ces femmes de toutes origines. Chacun se sent chez soi à Boaké. L'auteur n'a pas manqué de promettre le tome 2 de son œuvre. Il a aussi précisé que Boaké est toute sa vie. Plus que quelques jours pour les 8e Jeux de la francophonie et le ministère du Tourisme veut prendre une place active dans l'organisation de ces Jeux, d'où la signature d'un protocole d'accord avec les hôteliers en vue de faire un abattement de 30% sur le prix des chambres d'hôtel pour les délégations étrangères. Le reportage de Issa Tchonaïo. Le tourisme aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Un protocole d'accord existe désormais entre le ministère du Tourisme et les fêtières du secteur de l'hôtellerie pour une réduction de 30% du coût des chambres. Cette contribution du ministère du Tourisme vise à permettre à la commission hébergement du CNJF, Comité national des Jeux de la francophonie, d'obtenir à des frais réduits le prix des chambres d'hôtel pour toutes les délégations étrangères. Je voudrais me réjouir de cet engagement pris par tous les acteurs de l'hôtellerie pour accompagner cet événement d'envergure mondiale. Prendre un tel engagement découle de la volonté des hôteliers que vous êtes à saisir l'opportunité qui est offerte à notre pays pour faire de notre secteur un secteur remarquable. Le ministre Siandou Fofana veut faire du secteur du tourisme le 3e pilier de l'économie ivoirienne. Pour lui, une telle collaboration est la bienvenue. Les 8e Jeux de la francophonie,
qui se tiendront dans notre pays marquent un moment privilégié de rencontre et d'échange de la communauté francophone. Il me plaît de prendre la parole pour saluer cette belle initiative qui paraît très importante à mes yeux et qui marque pour la même occasion le début d'une collaboration entre les hôteliers et le ministère du Tourisme dans le cadre des grands rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs du secteur affichent leur détermination à faire de ces Jeux un succès. Nous sommes prêts, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir recevoir les athlètes, les visiteurs et tous ceux qui vont participer à ce jeu. L'ensemble des hôtels d'Abidjan en fait, sont prêts aujourd'hui à accompagner ces jeux-là qui donneront donc, en fait, beaucoup de visibilité et pour la destination et pour nos hôtels et surtout pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le vent en poupe depuis plusieurs années et c'est sûr que recevoir un tel événement est un plus pour la destination. On ne peut pas rester insensible sans accompagner le gouvernement en faisant une réduction sur tous nos tarifs, que ce soit en hébergement, que ce soit sur les circuits touristiques, les excursions. On le voit, les signaux sont ouverts pour tous les participants venus de l'étranger pour faire du tourisme en Côte d'Ivoire en marge de ces Jeux prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Hors de chez nous au Mali, le bilan de l'attaque djihadiste ayant visé hier des étrangers près de Bamako s'est alourdi, passant de 2 à 5 personnes tuées par les assaillants selon une source sécuritaire malienne, un militaire malien et 4 civils. L'attaque visait un lieu de villégiature touristique fréquenté par des Occidentaux. Les 36 otages retenus par les assaillants ont été libérés par les forces spéciales maliennes. Et puis chaque année, des milliers de femmes et jeunes filles sont kidnappées au Kirghizistan, souvent avec la complicité de leurs proches qui espèrent ainsi les marier. Afin d'attirer l'attention sur ces enlèvements, une jeune artiste kirghize a publié sur Internet des petits films d'animation mettant en scène les récits des victimes. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Guljan est aujourd'hui journaliste à la télévision kirghize. Mais il y a 3 ans, son destin a failli basculer. Un inconnu la kidnappe et tente de l'épouser de force. La jeune femme échappe de peu à son ravisseur et à cette coutume que l'on appelle ici ala kachou, ce qui signifie prends et cours. J'étais seule contre tous. Il n'y avait personne de mon côté. On m'a pris mon portable, je n'avais aucun soutien. Alors il ne me restait plus qu'à exiger qu'on me libère et menacer de porter plainte devant la police. Depuis 2012, cette tradition kirghize du mariage par enlèvement est un crime puni de 10 ans de prison. Pourtant, d'après l'ONU, un tiers de la population l'ignore. Jeune dessinatrice de talent, Tatiana Zelenskaya milite pour une prise de conscience collective. Elle a transposé des témoignages de victimes en court-métrage d'animation. Diffusée sur Internet, la série provoque le débat. Beaucoup de femmes ont salué ce projet. Elles disent que j'ai bien fait et qu'il faut parler de ce sujet. Quant aux commentaires négatifs, ils viennent essentiellement des hommes. Ils disent que ce problème n'existe pas et que j'ai tout inventé. Ils disent que tout cela c'était au Moyen-Âge et que je suis une provocatrice. Plusieurs ONG dénoncent également les pressions familiales subies par les victimes pour les empêcher de dénoncer leur enlèvement. D'après une estimation des Nations Unies, plus de 12 000 femmes et jeunes filles sont kidnappées chaque année au Kirghizistan, pays d'à peine 6 millions d'habitants. Un conflit oppose le bureau politique de Ben Bella, c'est en 1962, et le gouvernement provisoire de l'Algérie. Vous l'avez compris, ça se passait en Algérie en mai 65, donc, quand le président algérien Ahmed Ben Bella retire le portefeuille de ministre des Affaires étrangères à Bouteflika, ce qui déplaît fortement à Boumedienne. Le 19 juin 1965, c'est le chaos. Boumedienne prend les rênes du pouvoir en Algérie après un coup d'État. Retour sur effet avec Moussa Konaté. 19 juin 1965, premier coup d'État en Algérie. Après son indépendance le 1er juillet 1962, l'Algérie connaît un conflit qui oppose le gouvernement provisoire de la République algérienne et le bureau politique formé par Ahmed Ben Bella.
Une alliance est tissée entre Ben Bella et le colonel Ouari Boumediene, chef d'état-major général de l'armée des frontières, une armée forte de 35 000 hommes. Ensemble, ils organisent des élections à une assemblée nationale constituante qui désigne Ahmed Ben Bella, chef du premier gouvernement algérien. L'année suivante, il devient le premier président de la République de l'Algérie indépendante par référendum le 15 septembre 1963. Le pacte entre Ben Bella et Boumediene n'est que temporaire. Les deux hommes deviennent des concurrents. Discrètement, le colonel Boumediene tisse sa toile et finit par occuper le poste de vice-président du gouvernement et ministre de la Défense. Le président Ben Bella cherche à réduire l'influence de son désormais concurrent. Il s'empare des postes clés en vue de marginaliser le clan Boumediene. Plusieurs ministres sont alors contraints à démissionner, d'autres poussés à renoncer à leur poste. En mai 1965, le président Ben Bella retire le portefeuille de ministre des Affaires étrangères à Abdelaziz Bouteflika, actuel président algérien, pendant l'absence de Boumediene, qui apprécie mal cette mise à l'écart. De retour à Alger, le colonel réunit ses amis et une décision est prise, renverser Ahmed Ben Bella. L'opération est minutieusement préparée le 19 juin 1965. Un coup d'État qui a occasionné des manifestations dans plusieurs rues du pays. Le 19 juin était célébré en Algérie comme journée nationale chômée payée jusqu'en 2005, où cette commémoration a disparu du calendrier des fêtes nationales du pays. Plus que 31 jours pour vivre les 8e Jeux de la francophonie ici même à Abidjan. Ce rendez-vous va réunir près de 4000 jeunes sportifs et artistes de 84 États et gouvernements membres de la francophonie. Vous êtes donc tous invités à ces Jeux du 21 au 30 juillet prochain. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.